femme vient de se faire tirer dessus devant chez nous. Il y a du sang partout. Une exécution de sang-froid. C'était un crime haineux. J'ai lâché le téléphone. Mobilise la police de Tulsa. J'ai vite compris qu'on était engagé dans un marathon, pas un sprint. Les images de vidéosurveillance révéleront-elles la vérité On a assisté à leurs dernières heures. et l'identité du meurtrier? Il était dangereux. Il venait de tuer 2 femmes. En cette avant-veille de Thanksgiving, Amanda Douglas et Jennifer Sudar Sanders, amies et colocataires, sont de sortie. De vodka tonique, merci. Amanda et Jennifer aimaient bien aller au casino, sortir en soirée, boire quelques verres et passer du bon temps. Elles s'étaient rencontrées au travail et c'était tout de suite bien entendu. Jennifer hébergeait Amanda et elles sont devenues amies comme ça. Amanda avait une bonne humeur communicative. Elle avait toujours le sourire. Jennifer était une bonne nature. Elle avait énormément d'humour et elle était toujours prête à plaisanter. Elle se faisait facilement des amis. C'était une vraie boute en train. La soirée va être bonne. Je me sens vaine. Machine à sous? Allez. Ma fille était quelqu'un de généreux. Sa porte était toujours ouverte aux amis. Voyons ce que tu as sous le pied. Elle était comme ça, toujours prête à aider. Police de Tulsa. Une femme vient de se faire tirer dessus devant chez nous. Le nom de la résidence? Bristol Park Apartments. La victime est devant? Oui, elle est étendue par terre. Il y a du sang partout. Elles sont 2 en fait. Les enquêteurs sont dépêchés sur place. En arrivant, j'ai appris qu'une des victimes était morte sur le coup. La deuxième était en route pour l'hôpital. On a son identité? On a rapidement identifié les 2 jeunes femmes, parce que l'une d'elles était résidente de l'immeuble. Celle qui est décédée s'appelait Amanda Douglas. Elle avait 26 ans. On lui avait tiré dessus à plusieurs reprises. J'ai vu un orifice de sortie au niveau du haut du dos, de l'épaule, ainsi qu'un coup fatal dans la tête. Une blessure assurément mortelle. On avait donc une victime décédée sur le parking et une autre en route pour l'hôpital dans un état critique. L'inspecteur Zenoni s'entretient avec les témoins. L'immeuble abritait aussi des bureaux. Il y avait donc plusieurs témoins. Ils étaient tous terrorisés, bien sûr. C'était quand même une scène traumatisante. Un homme avait entendu des coups de feu, puis il a vu un individu se poster au-dessus de la femme gisante au sol avant de lui tirer dessus. Un autre témoin avait aussi entendu les coups de feu avant de voir un homme noir, particulièrement grand et mince, dans la vingtaine, se précipiter vers une Pontiac. Il est monté dedans et a filé. Elle a pu nous décrire assez précisément son visage, et quand il est parti, elle a relevé le numéro de la plaque. C'était une Pontiac Grand Prix, Gold, 5 portes. Je transmets au fichier. On a diffusé la description et le numéro de plaque aux voitures de patrouille. C'était un élément crucial et on devait trouver au plus vite qui la conduisait et où elle était passée. Dans une affaire de meurtre, il faut envisager toutes les hypothèses. C'était un crime haineux. Le coupable avait exécuté 2 femmes en plein jour. Par expérience, je sais que 9 fois sur 10, il s'agit d'une connaissance de la victime. Là,
C'était un meurtre commis en pleine journée, sans que rien n'ait été dérobé. Le tireur connaissait probablement les deux femmes. On a des nouvelles de l'autre victime. La colocataire d'Amanda, Jennifer Sudar Sanders, 37 ans, vient également de décéder. L'hôpital nous a appris qu'elle n'avait pas survécu. Nous avions donc deux victimes, deux mortes. La sœur d'Amanda, Crystal, est au travail et se réjouit du week-end férié qui l'attend. Amanda devait faire les courses pour Thanksgiving. C'était son premier Thanksgiving en famille depuis 2 ans. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Quand je suis revenue à mon bureau, mon portable s'est mis à sonner. Et quand j'ai décroché, tout ce que j'ai entendu, c'est « Dis-moi que ce n'est pas ta sœur, pitié !» Là, j'ai dû demander au moins 3 fois « Mais de quoi tu parles ?» Ta sœur est passée aux infos. J'ai lâché le téléphone et là, je ne voyais plus rien. J'étais en larmes. Tout de suite, je me suis dit, comment je vais annoncer ça à sa fille? J'étais chez ma grand-mère, devant le canapé du téléphone. Et elle s'est mise à pleurer. Puis elle m'a regardée et m'a dit que ma mère s'était fait tirer dessus et qu'elle était morte. J'ai éclaté en sanglots devant elle. Je ne pouvais plus rien avaler. Je suis montée dans ma chambre et j'y suis restée toute la journée. Kelly, la meilleure amie de Jennifer, m'a appelée au travail. Elle m'a demandé si je savais pour ma fille. J'ai répondu non et elle a hurlé au bout du fil. Elle est morte. Elle est morte. Je lui ai dit, mais non, Kelly. Qu'est-ce que tu racontes? Alors j'ai raccroché et je me suis mise à crier. J'étais sous le choc. J'ai pleuré, j'ai crié. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Du côté de la scène de crime, la voiture du tireur est identifiée. La Pontiac Grand Prix avait été volée la veille du meurtre. On savait qu'il n'allait pas la garder longtemps. Il fallait qu'on la retrouve au plus vite. On a tout mis en œuvre pour ça. Première chose, dans toute enquête criminelle, on regarde s'il y a des caméras sur place. Et dans un immeuble, c'est presque toujours le cas. On a donc envoyé quelqu'un et ça s'est confirmé. Il y avait un système de vidéosurveillance. On a donc importé les images pour les visionner, au cas où. La police attend les images et en profite pour reconstituer les derniers faits et gestes d'Amanda et Jennifer. Les victimes ont été abattues à 10 mètres de leur entrée. Si l'agresseur venait de l'appartement, il devait sans doute y avoir des traces de lui à l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction ni de lutte. Le logement n'était pas très grand, c'était un 2 pièces. Il sentait la cigarette. On a d'ailleurs retrouvé plusieurs cendriers pleins de mégots. L'appartement était relativement propre, mais les cendriers n'avaient pas été vidés depuis longtemps ou alors c'était de grosses fumeuses. De prime abord, on s'est dit que le tueur connaissait sans doute les victimes. Et on s'est demandé si certains des mégots ne lui appartenait pas. On les laisse finir, on s'en va. On a saisi tout ce qui pouvait être important. On y va. On devait établir le parcours des deux jeunes femmes, leur emploi du temps et avec qui elles étaient. Les proches de Jennifer et Amanda nous ont dit qu'elles étaient au Hard Rock la veille au soir. Elle se rendait régulièrement au casino. Bonjour, lieutenant Walker. Vous reconnaissez ces jeunes femmes? Le personnel nous a dit qu'elles étaient bien là, parmi les autres clients. Elles échangeaient avec eux, allaient aux machines à sous. Les casinos sont truffés de caméras. Elles couvrent l'arrivée des clients, le parking, l'entrée. Rien ne leur échappe.
Il était essentiel d'établir une chronologie de leur soirée, de voir où elles s'étaient rendues et si elles n'avaient pas fait de mauvaises rencontres ou eu une altercation qui aurait pu conduire au meurtre. Les enquêteurs calent les images sur 19h, heure à laquelle Amanda et Jennifer sont arrivés au casino. Quand on est remonté jusqu'à l'heure de leur arrivée, on a fait défiler les images les unes après les autres. Ça pouvait être long. C'est très chronophage, parce qu'on fait des pauses, on fait marche arrière, puis on avance. C'est Jennifer. Oui, c'est elle. On voit Jennifer en haut sombre et jean, avec ses cheveux courts. On a aussi reconnu son sac à l'écran. Il n'y avait pas de doute possible. On peut la voir sous un autre angle. Arrête et zoom. Oui, Amanda. Tu peux changer d'angle encore? Arrête. Zoom. Sur les images, on voit Amanda en pull blanc. Elle a les cheveux relevés et un pantalon noir. C'est avec Jennifer qu'elle parle? On est parti de cette première apparition à l'écran pour suivre leur progression dans le casino. Amanda est très mobile et très volubile. C'est plus Jennifer qui jouait. Elle allait d'une machine à l'autre. Elles se sont commandées quelques verres aussi. Elle parlait surtout avec des hommes. Elle s'asseyait aux machines et échangeait avec eux. Elle faisait des allers-retours au buffet aussi. Il y avait notamment un individu en sweatshirt jaune et pantalon de camouflage qui les a suivis un peu partout. Bon, qu'est-ce qu'on a ensuite? Encore lui. Le type en question s'attardait particulièrement auprès d'Amanda. Tu as la caméra du buffet? Il se serait passé quelque chose après? Aucun signe de conflit. On le voit partir. Les images de vidéosurveillance ne montrent aucune altercation entre les deux femmes et qui que ce soit d'autre. Elles ne sont parties que toutes les deux. On a assisté à leurs dernières heures qu'elles ont passées tranquillement au casino. On était un peu déçus de ne pas avoir plus d'éléments, mais il fallait s'y résoudre. On n'avait aucun suspect sur ces images. Il fallait chercher ailleurs. Les enquêteurs contactent alors le propriétaire de la Pontiac pour savoir quand et où elle a été volée. Il avait rencontré une femme dans un bar. Il l'a ramenée chez lui. Quand il est sorti de chez lui le lendemain, sa voiture avait disparu. La jeune femme la lui avait volée avec les clés.
Quand il l'a récupérée, il n'y avait plus les clés. Il a donc utilisé le double. Entre 14h et 15h la veille du meurtre, la porte de son garage était ouverte pendant qu'il était au bureau. Sa mère est alors venue lui dire que la voiture avait disparu. Il y a fort à parier que la jeune femme qui lui avait subtilisé sa voiture la première fois avait un rapport avec ce nouveau vol. Il n'a pu la décrire que très vaguement. Il ne lui avait même pas demandé son nom. L'enquête patine. Mais une information sur Jennifer oriente les enquêteurs sur une autre piste. On a appris que Jennifer avait des problèmes financiers. Elle avait des loyers en retard. On a supposé qu'elle était peut-être impliquée dans une affaire de blanchiment. Il était possible qu'elle ait perdu cet argent au casino. Peut-être que Jennifer était la cible, finalement. On a déjà vu des gens se faire tuer pour une centaine de dollars. Elle avait perdu gros, autour de 2500 dollars. Dans les affaires d'homicide, il ne faut négliger aucune piste. La personne qui a abattu les jeunes femmes leur en voulait beaucoup. J'ai donc passé quelques coups de fil, réentendu des gens. J'ai creusé à fond la piste de l'argent. On est allé au bout de cette hypothèse pour finalement l'écarter. Rien ne nous permettait de l'étayer. Merci. L'enquête se recentre alors sur Amanda. Amanda logeait chez Jennifer parce qu'elle avait des problèmes avec son mari, Larry Douglas. La première fois que j'ai vu Larry Douglas, il était très sympathique, agréable. Il était très généreux avec Amanda. Et puis, au fil de la relation, il est devenu mauvais. Il était même méchant. Ma sœur a traversé une période difficile. Larry Douglas était un dealer notoire. Tout le monde savait qu'il était dangereux. Amanda et Larry Douglas connaissaient des difficultés. Le lundi précédant le meurtre, ils se sont retrouvés au tribunal pour régler le contentieux autour de la garde de leur enfant. Amanda avait quitté Larry. Elle voulait absolument protéger son enfant. Et elle en avait demandé la garde exclusive. On a donc sorti la photo d'identification de Larry et il ne collait pas à la description du jeune homme noir plutôt émacié. Cependant, dans toute affaire de meurtre, quand il y a un contexte de différend familial, on s'intéresse d'abord au mari. On avait besoin de sa déposition. On n'avait pas ses coordonnées, pas de numéro de téléphone, rien. On n'a pas pu contacter Larry Douglas. J'ai donc convoqué une de ses ex-femmes pour savoir si elle avait eu maille à partir avec lui. Je lui ai demandé si elle le pensait capable du pire en cas de coup de sang, et elle m'a répondu non. Je lui ai demandé dans quelle voiture il circulait, et elle m'a dit qu'il lui avait emprunté son SUV gris métallisé environ 2 semaines auparavant. Elle conduisait son pick-up et lui, le SUV. À peine sortie du commissariat, elle a appelé Larry pour tout lui raconter. Inspecteur Zenoni, j'écoute. L'entretien n'a pas été vain puisque, pris de panique, Larry a fini par m'appeler. Je lui ai demandé ce qu'il savait et il m'a dit rien, je suis à Oklahoma City. J'ai profité du coup de fil pour lui demander de venir pour être entendu. Le plus tôt serait le mieux. Il a dit qu'il viendrait avec son avocat. J'ai besoin d'une commission rogatoire pour les relevés téléphoniques de Larry Douglas. Je dois vérifier son alibi. Ça nous permettait de localiser Larry quand il passait ses appels et de vérifier où il était au moment des meurtres. Les images de vidéosurveillance de l'immeuble de Jennifer sont prêtes à être analysées. Les vidéos de télésurveillance étaient un de nos meilleurs éléments de preuve. Nous avions des images de la scène de crime. La caméra était braquée sur l'entrée. Le but étant de trouver qui était dans cette voiture.
On est remonté un peu avant l'appel d'urgence. Un témoin nous avait parlé d'une Pontiac Grand Prix de couleur gold. C'était donc cette voiture qu'on cherchait. Tu peux zoomer? Et là, j'ai vu notre suspect quitter la résidence dans la fameuse Grand Prix. C'était la bonne voiture. Remets ce passage. La voiture est repartie, mais on ne voyait pas le conducteur. Les vitres étaient teintées. C'est qui? Zoom. C'est notre témoin. On voit la voiture arriver. On est donc remonté jusqu'au moment où on voit une Pontiac correspondante entrer sur la scène de crime. Pause. La voiture est arrivée devant l'immeuble à 7h55. La vidéo n'était pas très nette. On ne distinguait ni le suspect, ni le nombre d'occupants. On l'a peut-être sur d'autres caméras. Pause. Et zoom. On peut repasser ça? La voiture a reculé. On ne voyait que l'arrière du véhicule reculer pour se garer tant bien que mal, juste devant le hall d'entrée du bâtiment de Jennifer. Le conducteur devait connaître la voiture de Jennifer et son adresse, parce qu'il n'a pas hésité dans le parking. Il s'est garé tout de suite. C'est presque hors cadre. Vas-y. Malheureusement, sous cet angle-là, on ne voyait personne entrer ou sortir de la voiture. La Pontiac est arrivée dans la résidence à 7h55 ce matin-là et est repartie après la fusillade à 9h21. Soit une fenêtre de 86 minutes entre le moment où la voiture s'est garée et celui où on la voit quitter le parking. On ne voyait pas les faits à proprement parler, mais on avait assez d'éléments pour creuser. On avait désormais une chronologie. On savait à quelle heure l'individu était arrivé sur place, à quelle heure il était parti, et ce qui s'était passé avant et après. Les images de cette caméra de vidéosurveillance étaient extrêmement précieuses. Les clichés de la voiture sont diffusés à toutes les unités. Nous avons transmis les images aux fichiers et à nos agents de terrain. À ce stade, j'étais quasiment sûr qu'on la retrouverait brûlée dans un champ ou au fond d'un étang. Plus on mettait de temps à la retrouver, moins on avait de chances d'en retirer de quelconques indices. En attendant d'éventuelles avancées, la police reçoit l'époux d'Amanda, Larry Douglas, en présence de son avocat. La première question que je lui ai posée, c'est son avocat qui a répondu. Je lui ai dit, ça ne vous intéresse pas de savoir qui a tué votre femme? Et son avocat a répondu, Larry n'a rien à déclarer. Fin de non-recevoir. Il n'a montré aucune émotion. Bien sûr, chacun vit sa peine à sa manière, mais là, c'était quand même bizarre. Les enquêteurs profitent de sa présence pour prélever l'ADN de Larry. J'ai pris ses empreintes digitales et un échantillon de salive et il est parti. Les relevés téléphoniques de son portable révèlent enfin où il était. D'après ses relevés, il était à Oklahoma City, à 150 km du lieu du meurtre. Ça fait 150 km. Mais il restait en haut de notre liste de suspects. J'ai vite compris qu'on était engagé dans un marathon, pas un sprint. Les familles de Jennifer et d'Amanda vident l'appartement des deux amis. J'ai retrouvé le frère de Jennifer à l'appartement pour récupérer les affaires d'Amanda. Elles ont senti très longtemps l'odeur de l'appartement.
Une odeur de cachemire. Il y avait des affaires de bébé, des vêtements. J'ai toujours sa robe de chambre. On a passé la journée à l'appartement. C'était très dur de se retrouver là-bas. Jennifer était ma meilleure amie. Je lui disais absolument tout. Deux inspecteurs de la criminelle qui enquêtaient sur une autre affaire ont retrouvé la Pontiac stationnée à 5 km de la scène de crime. On a monté une surveillance en espérant que la personne qui l'avait garée là, possiblement notre tireur, finirait par y revenir. On est resté en faction plusieurs heures. Personne ne s'est manifesté de près ou de loin. Finalement, le lieutenant Walker a décidé d'aller voir. A priori, quelqu'un avait essayé d'incendier l'habitacle, sans succès. C'était un élément essentiel de notre enquête. Il fallait passer tout l'intérieur au peigne fin, réaliser des relevés d'empreintes et d'ADN, saisir tout ce qui s'y trouvait pour faire avancer l'enquête. On a retrouvé un gobelet de café, des papiers de bonbons, des mégots de cigarettes. L'ADN du tireur se trouvait peut-être sur ces mégots. On tenait potentiellement quelque chose. En attendant les résultats d'analyse, les enquêteurs examinent les autres objets saisis dans le véhicule. Les mégots se trouvaient dans un gobelet en polystyrène sans marque, mais on pouvait quand même en retracer l'origine. On a donc appelé le fabricant qui nous a dit que ce modèle n'était distribué que dans 3 enseignes à Tulsa. La police remonte ainsi à un supermarché situé à 3 km de la scène de crime. Les supérettes sont généralement équipées de systèmes de vidéosurveillance. Avec un peu de chance, on verrait peut-être la fameuse Pontiac et son conducteur, et qui sait, le visage du tueur. Nous avons regardé les bandes du supermarché en date du matin du meurtre. On savait que la voiture était sur la scène de crime à une certaine heure. Alors on est parti de 7h30 et on a remonté les images. On a procédé par élimination. La Grand Prix était liée au meurtre, mais on ne la voyait pas. Attends. Il y a moyen de zoomer sur la voiture gris métallisée? Peu avant 6 heures, le matin du meurtre, on distingue un SUV. Il se gare près d'une pompe à essence. 2 hommes noirs en sortent et se dirigent vers la supérette. On peut les récupérer à l'intérieur? Arrête. C'est Larry, non? On voit Larry accompagné d'un autre homme descendre du SUV et entrer dans la supérette. On peut passer en multi-écran? Suis le type à capuche. L'homme n'était qu'une silhouette, impossible à identifier. Mais on le voyait prendre un gobelet de café et c'est tout ce qu'il nous fallait. Cela prouvait que Larry était à 3 km du lieu du meurtre, avec un individu correspondant à la description du tireur. C'était glaçant. On avait déjà confirmé que le gobelet retrouvé dans la voiture volée était du même modèle. Et là, on voyait le suspect se faire payer le fameux gobelet de café par Larry. Forcément, dans ces cas-là, on se dit « Bingo, on tient quelque chose ». On peut voir l'extérieur? Larry était incontestablement à Oklahoma City à l'heure du meurtre. Son téléphone avait parlé. Par contre, il ne faut qu'1 heure et demie pour y aller. Il avait donc largement le temps de déposer le tueur sur la scène de crime avant de se rendre à Oklahoma City pour se fabriquer un alibi. Les relevés téléphoniques d'Amanda sont alors passés au crible. A-t-elle eu des communications inhabituelles peu avant le meurtre?
Elle avait échangé plusieurs coups de téléphone avec une personne qui s'est avérée être l'avocate qui la représentait dans son litige avec Larry. On a donc interrogé celle-ci et elle a fourni des informations cruciales. Il y avait eu plusieurs dépôts de plainte entre les époux. Amanda prétendait notamment que Larry l'avait étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance avant de finalement s'enfuir à pied. Nous y avons vu un lien assez évident et flagrant avec l'affaire qui les opposait pour la garde de leur enfant. Seulement, avant même que ces déclarations soient soumises à un juge, Amanda est assassinée. L'avocate d'Amanda a découvert qu'un certain Dale Childress habitait avec Larry et faisait ses commissions à sa place. Il faisait tout ce que Larry lui demandait. La police apprend ainsi qu'Amanda soupçonnait Dale de la suivre. Il a été signalé que Dale Childress espionnait les faits et gestes d'Amanda Douglas. Elle m'avait dit que Larry connaissait l'adresse de son immeuble, mais pas son numéro d'appartement. Elle avait peur qu'il la retrouve. Même sans preuve des agissements de Larry, les enquêteurs tiennent ici une nouvelle piste. On a fait une recherche sur Dale Childress et il ne correspondait pas à la description du tireur. Il était plus petit et plus âgé. Quand on a su que Dale Childress frayait avec Larry, on a épluché ses relevés de cartes et on a découvert un certain nombre d'achats effectués dans une autre supérette à seulement un pâté de maison du lieu du meurtre, la veille des faits. Ils étaient sans doute en repérage devant l'immeuble. Les enquêteurs retrouvent toutes les images de Childress au moment de ses courses. C'est Dale en chemise à carreaux. On peut changer d'angle. Pause. C'est lui, ça ne fait aucun doute. On peut remettre ce passage? Reste à savoir s'il est arrivé seul. On voit Larry dans un sweat à capuche gris. Sur les images de l'autre supérette, il portait exactement la même tenue. Les transactions de la carte bancaire de Dale indiquent qu'il est revenu au magasin quelques heures plus tard. Attends. Repasse. Arrête et zoom. Incroyable. Le compagnon de Dale portait une tenue similaire à celle du tireur, telle que décrite par les témoins le jour du meurtre. On avait donc déterminé que Dale Childress était à un pâté de maison de la scène de crime la veille du meurtre, en compagnie de Larry et d'un homme correspondant à la description du tireur. C'était très enthousiasmant de pouvoir identifier tout ce petit monde. On avait enfin le sentiment d'avancer dans le bon sens. Il bascule sur la caméra qui surplombe la caisse. Arrête. Tu peux zoomer sur le paquet jaune? Le paquet de bonbons à la pastèque qu'on voyait Dale Childress acheter à la supérette la veille du meurtre correspondait à l'emballage retrouvé dans la Pontiac. Qu'est-ce qu'ils font en sortant? On a des images? On a retrouvé le véhicule dans lequel ils sont arrivés. C'était le SUV de l'ex-femme de Larry, celui qu'il avait reconnu avoir emprunté. Là, les doutes se dissipaient. On avait un nom pour tous les protagonistes qui étaient là la veille du meurtre, à l'exception du tireur. Il fallait qu'on identifie cette personne au plus vite.
Les relevés de téléphone portable de Larry et Dale sont alors passés au crible. 2 minutes après l'appel au secours, Dale a reçu un appel d'un numéro qu'on ne connaissait pas. On l'a noté et posté sur les réseaux sociaux. On a découvert qu'il appartenait à Quantel Alverson, qui correspondait parfaitement à la description du tireur. J'ai entré son nom dans le fichier et il se trouve qu'il venait de sortir de prison pour un braquage à main armée l'année précédant le meurtre. Il était dangereux, il venait de tuer 2 femmes. Mais je n'avais pas assez d'éléments pour obtenir un mandat d'arrêt. Il me fallait une identification formelle. J'ai monté un petit trombinoscope que j'ai montré à la témoin du meurtre. Elle a désigné Quantel comme étant le tireur qui avait abattu Amanda et Jennifer sous ses yeux. Ça m'a suffi. J'avais un suspect. Il ne manquait plus que le mandat d'arrêt. Quantel Alverson est arrêté sans résistance et conduit au commissariat pour interrogatoire. Maintenant, il fallait le faire parler. Quantel, je m'appelle Michael Zenoni. Ça va, monsieur l'agent? On vous a arrêté pour les meurtres d'Amanda Douglas et Jennifer Sudar Sanders. Des témoins vous ont vu. Faire quoi? Leur tirer dessus. J'ai tiré sur personne. Quantel a tout nié en bloc. Je lui ai montré ce qu'on avait. Monsieur Alverson, d'où connaissez-vous Larry? Je le connais pas. C'est qui pour vous, Larry Douglas? À vous de me le dire. Je connais pas ce nom-là. Et Dale Childress? Je connais pas non plus. Vous êtes descendus de la même voiture. Une Ford Escape gris métallisé, conduite par Larry. Vous étiez dans la voiture avec lui la nuit précédant les meurtres. Vous devez le connaître. Pourquoi vous mentez là-dessus? Il niait même connaître Larry et Dale. Et Jennifer, vous ne la connaissiez pas non plus? Je l'ai déjà vue au casino. Et là, la mère du bébé de Larry qui le contrariait tant. Alors? C'est dur, hein? Votre réaction est un aveu. Il va falloir se secouer un peu et expliquer ce qui s'est passé. Vous allez passer pour un tueur psychopathe. On avait un témoin oculaire, des images de vidéosurveillance, le traçage et le bornage de son téléphone portable à proximité de la scène de crime. Tenez votre verre d'eau. Regardez et réfléchissez bien. Je lui ai déposé les photos d'Amanda, gisant au sol après le meurtre, et je suis ressorti. Il a eu une réaction assez manifeste. On aurait dit qu'il allait pleurer. Je pensais qu'il allait tout lâcher en voyant les photos. Je pensais qu'il allait craquer, mais il n'a rien dit. Il s'est comme ressaisi et il a repoussé les photos. On vous a payé combien? Dites-moi un prix. J'imagine que vous ne l'avez pas fait pour rien. Je me trompe? C'est pas moi qui ai fait ça. J'ai jamais tué personne. Alors vous faites partie des 1% de gens qui, quoi qu'on leur balance, quelles que soient les preuves qu'ils aient contre eux, continuent à nier en bloc. J'ai tué personne. Monsieur Alverson, j'ai été bien gentil jusque-là, face à quelqu'un qui n'est quand même qu'un minable assassin, c'est-à-dire vous. Vous allez rester là, sans desserrer les dents, sans rien balancer? Très bien. On n'en a pas besoin. Pigé? On s'en cogne. Parce que je sais que celui qui a fait ça, ça là, est assis juste en face de moi. Les parents de cette femme et de celle-ci aussi sont dans la peine à cause de vous. On vous offre l'occasion de les soulager un peu et vous ne la saisissez pas. Vous n'aurez pas de deuxième chance. Allez, Quantel.
Allez. Sinon, vous allez prendre pour tout le monde. Et ça sera pas joli, joli. Et ça, je peux vous le garantir. C'est qui déjà? La femme que vous avez abattue d'une balle en pleine tête, Amanda. Je lui ai mis le marché en main, mais rien à faire. Il a continué à nier. C'est dans votre intérêt de raconter ce qui s'est passé. J'ai rarement eu un dossier aussi béton à présenter au procureur, avec autant d'images de vidéosurveillance, de bornage de portable. Je ne demande que quelques réponses. Dès le départ, M. Alverson s'est muré dans le silence. Là où il a causé sa perte, c'est en niant connaître Larry Douglas. Vous prenez tout sur vous, alors. J'ai tué personne. J'ai rien fait. Rasseyez-vous, on n'a pas fini. Finissez votre verre d'eau. Il fait soif en prison. Heureusement, j'avais largement assez de preuves. Alverson est doublement inculpé de meurtre avec préméditation et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Mais pour les enquêteurs, il n'a pas agi de sa propre initiative. Quantel Alverson n'avait aucun lien personnel avec Amanda Douglas ou Jennifer Soudar. C'est Larry qui a demandé à Quantel de s'occuper d'Amanda et Jennifer. Larry Douglas apparaît sur les vidéos en compagnie d'Alverson le matin du meurtre, et les policiers pensent que la relation délétère qu'il entretenait avec Amanda est un mobile possible. Il leur faut maintenant prouver son implication. Dale était un témoin clé. Dave Walker, j'écoute. On a essayé de le contacter de nombreuses reprises, mais Larry n'était jamais loin. On a finalement retrouvé Dale sur une petite route de campagne, avec 3 balles dans la tête. On ne pourra jamais le faire parler et savoir quel rôle il a joué dans cette affaire, outre ce que l'on voit sur les images. L'affaire Larry Douglas est au point mort. Au nombre des personnes qui avaient un mobile, Larry Douglas figure en bonne place. Néanmoins, je ne peux inculper personne sans preuves solides et tangibles. Cependant, Larry Douglas n'intéresse pas que nos enquêteurs. Le FBI le cherche aussi dans le cadre d'une affaire fédérale. Il a été arrêté pour des faits de participation active à une entreprise criminelle pour lesquels il a plaidé coupable et est actuellement incarcéré. Il a été condamné à 21 ans de prison. L'affaire Quantel Alverson connaît elle aussi un rebondissement. Les échantillons d'ADN prélevés sur les mégots retrouvés dans le gobelet de café à l'intérieur de la Pontiac appartenaient à Quantel Alverson. Un élément qui a scellé son sort. Rien ne vaut les preuves matérielles, surtout quand il s'agit d'ADN. Il ne ment jamais. Les proches d'Amanda et de Jennifer ne manquent pas une journée de son procès. Pendant le procès, ça a été violent d'entendre tout ça et de se retrouver dans la même pièce que le tueur. Je l'ai regardé pendant tout le procès. Et il n'a jamais rien assumé. Que voulez-vous dire à quelqu'un qui n'admet même pas avoir mal agi? Alverson est reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation et condamné à une double peine de prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Jamais il n'incriminera Larry. En l'absence de preuves suffisantes, ce dernier ne sera donc pas inquiété dans cette affaire. Les images de vidéosurveillance dans les 2 supérettes la veille du meurtre ont été extrêmement précieuses, un tournant dans l'enquête. En achetant un gobelet de café dans lequel on retrouvera plus tard des mégots de cigarettes portant son ADN, Quantel Alverson a scellé son destin. Les enquêteurs ont bien travaillé. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Je suis resté en contact avec les 2 familles ces 5-6 dernières années et je suis content d'avoir pu résoudre cette enquête. Je le devais à Jennifer et Amanda. Mais cette condamnation ne saurait réparer ces familles brisées.
Après la mort d'Amanda et Jennifer, on s'est réunis et on a écrit des petits messages qu'on a attachés à des ballons. On s'est rendu sur les lieux du drame, au pied de l'immeuble, et on a fait un lâcher de ballon. Aujourd'hui, je n'ai plus ma maman. J'aurais tellement voulu qu'elle soit là pour mon mariage ou quand je décrocherai mes diplômes. J'ai perdu ma joie de vivre. Je ne m'amuse plus comme avant. J'ai perdu une immense partie de moi-même. Amanda me manque. On se chamaillait souvent, toutes les deux. Mais c'était comme ça qu'on s'aimait. Quand j'y repense, ça me fait rire maintenant. Ce qui est arrivé à Jennifer et Amanda est au-delà du supportable. Elles n'ont pas mérité ça.